Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, les signes du dégel des relations entre la mairie de Dakar et l'État, poignée de main chaleureuse et étreinte amicale entre Macky Sall et Khalifa Sall. Félicitations du chef de l'État adressées au maire de Dakar. Loin des tensions politico-judiciaires et des joutes verbales, la décrispation est en marche. On vous explique tout dans cette édition. L'effondrement d'un bâtiment au Parcelles Assainies qui a fait 2 morts hier installe la psychose chez les populations. D'après un recensement de la municipalité, plus de 140 bâtiments risquent de s'écrouler. Les habitants pointent les travaux de prolongement de la VDN3 comme étant la source de la catastrophe. Dans l'actualité également, l'Agence nationale de la statistique et de la déontologie froisse la communauté Foulbé. Les membres de cette communauté ne sont pas contents du libellé ethnique dans le questionnaire du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement est déclaratif, tempère le directeur de l'ANSD, Aboubacar Sadir Bey, invité de l'émission qui réveille le Sénégal, RFM Matin. Et puis l'invité de ce 20h, Eric Scotto, président et cofondateur du groupe Akuo Énergie. Nous parlerons avec lui d'énergie renouvelable. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. C'est à croire que le dégel politique entre Macky Sall et Khalifa Sall est presque acté. Les deux camps ont multiplié les signes de réchauffement de leurs relations lors de l'ouverture ce jeudi du 6e Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Événement porté par la ville de Dakar. Le maire Barthélémy Diaz a salué l'appui de l'État. Depuis le 9e Forum mondial de l'eau a coulé sous les ponts politiques justement. Explication Ibrahim Khan. Tout porte à croire que ce forum sur l'économie sociale et solidaire est l'épilogue d'une relation heurtée entre le pouvoir central et la ville de Dakar sous le régime Sall. L'événement a servi de cadre de rencontre publique entre le président Sall et le maire de Dakar. Rencontre qui donne les allures d'un début de décrispation des relations entre les deux institutions. Dans son allocution, Barthélémy Diaz, cette fois-ci, a salué l'engagement de l'État à ses côtés. Tout le contraire lors du Forum mondial de l'eau, événement qui avait suscité l'ire du maire de Dakar. Diaz fils se disait écarté par l'État, allant même jusqu'à tenir un forum parallèle, non sans manquer de tirer à boulet rouge sur Macky Sall et son régime. Mais aujourd'hui, la donne présage un rabibochage entre l'État et la mairie de Dakar dans l'escarcelle de l'opposition depuis 2009. Autre enseignement à tirer de cette rencontre, la poignée de main entre Khalifa Sall, mentor de Barthélémy Diaz, et Macky Sall. Les prémices d'un dialogue en perspective de la présidentielle de 2024 aux yeux de certains observateurs. Manœuvre du chef pour fragiliser l'opposition regroupée autour de Yewwi Askan Wi ou pas? Difficile d'y répondre pour le moment. Mais ce qui est sûr, Yewwi Askan Wi sera le grand perdant de ce réchauffement des relations entre Macky Sall et le camp Khalifa Sall. Oui, vraiment, illustration du réchauffement de ces relations. La boutade de Macky Sall, le chef de l'État, a paraphrasé son prédécesseur Abdoulaye Wade. Le président de la République a attribué un satisfecit au maire de Dakar. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy, yangi doxalde. li ma bëgg njëkk a def mooy gërëm delloo njukkal bu baax a baax Barthélémy Diaz comme ni ko Abdoulaye Wade waxee woon rek man itam
Voilà, le président de la République, Macky Sall, à l'ouverture ce matin du 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Le forum veut repenser le système économique conventionnel, a dit Pierre Humic, président du forum et maire de Bordeaux. Pour l'écologiste, le système économique conventionnel montre de plus en plus des signes de vulnérabilité. La nouvelle génération nous invite donc à repenser différemment en donnant le primat à l'humain à travers une économie plus respectueuse du vivant, a-t-il déclaré en présence du chef de l'État et du chef du département au Sénégal, Madame Victorine Dey. L'économie sociale et solidaire, un concept qui se développe surtout dans le nord du Sénégal, à Saint-Louis notamment, principalement dans les associations et groupes de femmes, des démarches inclusives au bénéfice des communautés. On est tout cela avec Ousseynou Diop, Habib Seik. Ces femmes s'activent dans plusieurs domaines, mais leur point commun est le développement social et solidaire. Dans leurs différentes activités, elles s'entraident pour fructifier le revenu. Nous privilégions les cotisations. Cela nous permet de mener des activités génératrices de revenus et d'élargir nos champs d'intervention. Certaines femmes se sont regroupées autour des associations pour transformer les produits halieutiques. La solidarité développée dans ces structures permet à ces braves dames de gérer les dépenses quotidiennes. À l'approche des événements, nous prenons une partie de nos économies pour aider celles qui sont dans le besoin. Nous faisons également des crédits pour tous les membres. D'autres également sont dans des GIE de couture. Les revenus qu'elles tirent des prestations communes permettent aux membres de se procurer des machines de dernière génération. Notre problème est lié à l'obtention de matériel de dernière génération. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous récoltons est utilisé pour l'achat de matériel. Pour ces femmes rencontrées qui s'activent dans des GIE, regroupements ou associations, l'accompagnement de l'État doit suivre pour une bonne organisation de leurs activités. La difficulté que nous avons est liée à l'autorisation de FRA. Nous sommes vraiment préoccupés par cette question. Chaque produit nous revient à 37 500 francs pour pouvoir commercialiser dans les grandes surfaces ou à l'étranger. Aujourd'hui, ces femmes sont devenues de véritables actrices de développement. Pour que les structures qu'elles dirigent soient autonomes et rentables, elles sollicitent l'accompagnement de l'État du Sénégal. Merci Ousseynou. L'actualité politique, c'est aussi le mouvement Demain, c'est maintenant qui s'oppose à l'éventuelle 3e candidature du président Macky Sall. Concernant le dialogue politique, DCM demande au chef de l'État de préciser d'abord les contours pour une implication effective de toutes les forces vives de la nation. Mamoudi Brakane était en conférence de presse cet après-midi, compte rendu Maïmouna Ndiaye. Après concertation et réflexion, le mouvement citoyen Demain c'est maintenant rejoint les forces vives du Sénégal en signant la charte de F24. Le mouvement dit niet à toute perspective de 3e candidature du président Macky Sall. Après des échanges profonds, DCM décide de traduire cet engagement en signant ici et maintenant et solennellement la charte de F24. Mieux, Demain c'est maintenant invite les leaders signataires à s'engager pour le respect de ce principe afin d'épargner définitivement le Sénégal de ce débat récurrent sur le 3e mandat, en contradiction avec un fort consensus des forces vives de la nation en faveur de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Sur l'invitation du chef de l'État au dialogue, DCM demande plus d'éclairage sur les termes. DCM réaffirme son choix de privilégier les concertations comme mode d'atténuation des divergences et de rapprochement des positions dans l'intérêt supérieur de la nation. Suite à l'invite du chef de l'État à un dialogue politique, DCM salue l'initiative et lui demande d'en préciser les contours pour une implication effective de toutes les forces vives de la nation en vue d'asseoir l'ancrage irréversible de la démocratie dans notre pays.
Le mouvement citoyen Demain c'est maintenant souhaite la prolongation de la révision du fichier électoral pour un processus transparent et apaisé. Merci Maimouna. Nous l'annoncions hier, l'effondrement d'un bâtiment aux Parcelles Assainies qui a fait 2 morts, la mort de 2 femmes âgées dans cet accident. Au lendemain du drame, les populations pointent les travaux d'élargissement de la VDN 3 comme étant la source de cette catastrophe. Dans ce quartier, la banlieue de Dakar, plusieurs bâtiments, 145 exactement, menacent de ruines. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Pape Sangonimbaye. Le drame qui a ôté la vie à 2 personnes hier à l'unité 15 des Parcelles Assainies était prévisible. C'est du moins l'avis d'un habitant de la localité qui lance une nouvelle alerte. D'autres habitations risquent de connaître le même sort selon notre interlocuteur qui indexe les travaux de construction de la VDN 3. Avec le tronçon de la VDN, il y a eu des machines vibreurs, des machines qui servaient à daller le sol. Et ce sont ces machines-là qui ont bougé les bâtiments. Quand les machines bougeaient, mais tu voyais même le bâtiment qui bougeait. Donc si bien que parfois tu avais une dégradation entre le béton et le fer, et parfois même tu avais des fissures au niveau des carreaux. Les dalles ont lâché. Quand les dalles ont lâché, mais ça pose problème. Toutes les maisons sont en sursis. Et pourtant, avant le drame, les habitants avaient alerté sur le danger qui les guette tous les jours à cause de ces travaux. D'ailleurs, une lettre avait été même écrite au président de la République Macky Sall, mais aucun retour, nous dit-on. Moi, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée au président Macky Sall, en tant que fédération des Parcelles Assainies, pour dénoncer cela, pour dénoncer la non-implication des populations. Mais si vous voyez aujourd'hui les passerelles, mais montez sur les passerelles, vous allez voir qu'ils ont mis du fer et que la peinture du fer est en train de partir et que le fer est en train d'être affecté. L'adjoint au maire des Parcelles Assainies confirme le cri du cœur des populations. Pour lui, une assise concernant l'urbanisme aux Parcelles Assainies s'impose. Il précise que d'autres quartiers sont aussi concernés. Et au niveau de les maisons qui se construisent au niveau de la mer, il y a un certain nombre d'exigences qu'il faut respecter, surtout l'enrobage et la qualité des matériaux à utiliser. Bon, il y a l'unité 12, il y a l'unité 17, il y a l'unité 20, il y a l'unité 15 et l'unité 17. Oui. Parce que même nous envisageons, j'en ai parlé aujourd'hui avec le maire, d'organiser un forum de l'habitat, un forum de l'immobilier. Entre plainte et complainte, les habitants de l'unité 15 disent vivre avec la peur au ventre. Ils appellent les autorités compétentes à prendre des mesures idoines pour parer à d'autres tragédies du genre. Après avoir souffert le martyre l'année dernière, les habitants de la zone de captage souhaitent ne pas subir les affres des inondations cette année encore. Ils demandent la clôture du bassin de rétention et le curage des canaux à ciel ouvert dans ce quartier. Reportage Moussa Mané. Une zone réputée très calme, mais perturbée par les eaux de pluie de l'année dernière. Des familles avaient perdu beaucoup de leurs biens, certains étaient même obligés de déménager, ne pouvant plus supporter la situation. Oui, c'était dur, vraiment. L'eau avait envahi les maisons, j'étais obligée de garer ma voiture pendant un moment. C'était tombé en panne à cause des eaux de pluie. Tous ceux qui habitaient au niveau du rez-de-chaussée ont perdu beaucoup de bagages, des fauteuils, des lits, surtout les familles qui avaient des meubles importés. Ils ont presque tout perdu. Ce bassin de rétention, la cause principale des problèmes selon les habitants, pour cette année, ils disent être rassurés, vu les travaux entamés par l'Office national d'assainissement du Sénégal. Ces temps-ci, ils sont en train de faire tout avant l'hivernage. Je pense que c'est la meilleure des solutions. C'est le bassin qui est à l'origine de tout ça. La clôture n'est pas bonne. Quand le volume d'eau déborde, c'est la catastrophe. Ils invitent les autorités à accélérer les travaux avant l'hivernage. Pour cette année, vraiment, on a espoir. Ils ont débuté les travaux au niveau du bassin, donc ça va quoi. Zone de captage faisait partie des lieux les plus touchés par les inondations. Beaucoup de ménages ont tout bonnement déménagé.
Merci Moussa. L'autre grand titre de cette édition, la communauté Fulbe froissée par le libellé du questionnaire du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le libellé en question est stigmatisant selon les membres de cette communauté. Non, le recensement est purement déclaratif, tempère. Le directeur de l'ANSD, Aboubakar Sadir Bey, était l'invité de la matinale de RFM Matin. Explication d'Issa Prera. La segmentation ethnique des Fulbe issus du recensement national de la population et de l'habitat a suscité une certaine polémique. Certains acteurs issus de cette communauté estiment que l'ANSD a fait des erreurs dans la qualification de ces ethnies. Comme Peul. Toute personne qui parle Peul fait partie des Fulbe, mais le vocable Halpulaar ne désigne pas une ethnie en particulier, mais plutôt la langue. Autrement dit, ceux qui parlent Pulaar. Maintenant, même si nous avons des dénominations différentes, nous restons tous des Fulbe partout au Sénégal et en Afrique. Consciente de la situation, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie avance des explications. Un des soucis de l'agence est d'obtenir des données fiables et exploitables. Sur la question ethnique, on a consulté beaucoup de personnes. Pourquoi? Le recensement est déclaratif. C'est ce que dit le recensé que l'on note. Quand quelqu'un nous dit qu'il est Halpulaar ou qu'il est Séreur ou bien qu'il est Mandjak, on est obligé de l'écrire. Et c'est valable pour toutes les autres ethnies. Mais on est en train de discuter, on va trouver une solution et nous demandons à nos enquêteurs de ne pas distinguer les sous-segments. Quand on agrège, on trouve la communauté dans son ensemble. Pour la première fois, la segmentation d'une catégorie de la population dans sa composante ethnique soulève une certaine polémique. Mais des discussions sont ouvertes et des solutions seront certainement trouvées. Éducation, les inspecteurs de l'éducation nationale en réunion à Thiès, une concertation sur les mots MAUX du système éducatif sénégalais. À l'unanimité, ils ont dénoncé l'affectation disproportionnée des enseignants en milieu rural notamment. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Céla Tire. Des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale, des experts en évaluation ont réfléchi pour diagnostiquer les maux qui gangrènent le secteur de l'éducation. L'encadrement, le contrôle, autant de questions soulevées. Donc nous sommes en train de réfléchir sur comment faire en sorte que notre pays, en comptant beaucoup sur le secteur de l'éducation, puisse faire un investissement gagnant. Selon le secrétaire général sortant du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal, il est impératif que les inspecteurs d'éducation appréhendent ces interpellations en termes d'actions concrètes pour répondre à ces questionnements systématiques. Sans cela, nous aurons failli et l'investissement que nous aurons réalisé et qui est un investissement important en termes de salaire, en termes de moyens, même s'il y a des choses encore à faire, c'est un investissement important, doit notamment déboucher sur un saut qualitatif. Dans l'optique de pallier le déficit d'enseignants dans certaines localités, Dr Ibrahim Sakho, expert en évaluation, propose. En milieu rural, vous avez des déficits d'enseignants, alors que quelque part, à Dakar, vous pouvez trouver une école avec 5 suppléants, 6 suppléants, qui ne font rien. Ça, c'est une question. Le clientélisme politique qui fait que ces gens-là sont là, à ne rien faire. Et ça, on interpelle justement les gestionnaires du système pour qu'ils puissent quand même régler ces questions-là. Ces inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale appellent les syndicats membres de la société civile et le gouvernement à travailler ensemble pour que les enseignants soient dans des conditions de performance. Merci, Cheikh Anta. Et puis on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Khadim Mbaké intitulé L'art de la manipulation. Note de lecture ce soir avec Ibou Kane. Dans son livre, l'auteur tente de définir cette conception. Il précise que la manipulation est une pratique qui consiste à influencer ou à contrôler le comportement ou les pensées d'une autre personne sans son consentement éclairé. L'ouvrage est composé de 4 chapitres. Dans le premier, par exemple, je cherche à montrer que c'est très facile de manipuler les gens si on comprend leur mentalité, leur psychologie. Et dans le deuxième chapitre aussi, je parle de la rhétorique. La rhétorique aussi, avant, ça a été l'outil, le moyen le plus efficace qu'on a beaucoup utilisé. Et dans le dernier et quatrième chapitre, je parle de la manipulation sur Internet. Ça aussi, c'est très très fréquent
différents. Les fins sont multiples, ça peut être des fins commerciales, comme les publicités, ça peut aussi être des fins sociales, comme ce qu'on appelle la manipulation, la communication sociale. Khadim Mbacké Abbas mentionne cette manière de faire, dont le but est d'obtenir quelque chose en retour. Cette pratique peut prendre de nombreuses formes. J'ai constaté qu'actuellement dans le monde, et surtout dans le monde politique, il y a beaucoup de manipulations. Actuellement, même partout dans le monde, où il y a beaucoup de films et aussi des livres qui ont été consacrés à ces manipulations politiques. Et ça aussi, je pense qu'au Sénégal aussi, ça existe. C'est ce qui m'a attiré mon attention pour aussi tirer en quelque sorte la sonnette d'alarme. L'art de la manipulation pour lister les techniques qui peuvent être utilisées à des fins positives ou négatives. Et surtout dans la politique, on dit que le régime démocratique repose intrinsèquement sur le consentement du peuple. La manipulation, puisqu'on dit que c'est la forme la plus douce pour contraindre les gens. Or, dans une démocratie même, on dit qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, la violence ni la force pour contraindre les gens. Mais on peut utiliser la manipulation pour les faire consentir sans que les gens s'en rendent compte. Il était important pour Khadim Mbacké de noter que la manipulation est souvent considérée comme une pratique éthiquement douteuse. Dans son ouvrage, l'auteur s'est arrêté sur certaines pratiques courantes utilisées par les manipulateurs comme la flatterie excessive, les menaces violées, les mensonges, la culpabilisation ou la mise en doute de soi. Merci Ibou Diouf. Et puis un mot de sport, CAN U17, le Sénégal joue son 3e match dans le groupe A ce vendredi à partir de 19h face à la Somalie. Un match qui va compter presque pour du beurre puisque vous le savez, les Lionceaux sont déjà qualifiés en quart de finale. Cher Salibou Diarra. La Somalie, 3e et dernier adversaire de poule du Sénégal à la CAN U17, est prévenue. Les Lionceaux, déjà qualifiés pour les quarts de finale, visent le carton plein dans le groupe A. Et on a vu une belle équipe de la Somalie qui a progressé entre ces 2 matchs. Donc maintenant, ce sera à nous d'être très concentrés, de l'aborder comme on a pu aborder les matchs passés. Et je pense que dans ce siège, on ne fait pas de soucis parce que les garçons sont très concentrés. Les garçons sont très déterminés, les garçons sont là pour continuer leurs apprentissages et je pense que tous les matchs sont importants. Pour ce match-là, on va le prendre avec sérénité, calme, parce que je peux dire qu'il n'y a plus d'enjeu par rapport aux autres matchs. On va gérer ce match comme les autres matchs et essayer de le gagner, Inch'Allah. Auteur d'un parcours parfait, jusque-là, 2 victoires, 4 buts inscrits, 0 encaissé, le Sénégal refuse toutefois d'endosser le statut de favori pour la suite de la compétition. Nous, on ne peut pas être favori dans une compétition où on ne s'est jamais imposé. Voilà, maintenant, comme on dit, là on vit avec un autre groupe. Il y a une dynamique qui est là pour tout le Sénégal. Il y a une dynamique très positive. Et comme je le dis tout le temps, des U17, ce n'est pas des U20, ce n'est pas des U23. Ce n'est pas une exigence de résultats, c'est continuer la formation de ces jeunes pour que plus tard, pour qu'ils puissent avoir les habitudes, les aptitudes pour aider que ce soit les U20, les U23. Et dans ce sens, je pense qu'ils sont préparés pour prendre les matchs 1 à 1, pour continuer un peu leur agrandir dans cette compétition. Et comme je dis, c'est pour ça que le match de demain est important, parce que ça va leur donner encore un match de plus, une expérience de plus dans leur vie de footballeur. Un apprentissage de haut niveau qui continue avec la 3e sortie du Sénégal ce vendredi face à la Somalie à partir de 19h avant son quart de finale prévu mercredi prochain. Merci cher Sadibou et on croise les doigts pour nos Lionceaux. On en vient à notre invité, à l'invité de ce 20h, monsieur Éric Scotto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'énergie renouvelable. Vous êtes président et cofondateur du groupe AQO Énergie, groupe présent dans plusieurs pays. Votre groupe est un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable au monde. Vous développez, vous financez, vous construisez des parcs solaires, hydrauliques et éoliens. Bref, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui de l'énergie propre. Et vous êtes au Sénégal dans le cadre d'un grand projet en collaboration avec le groupe Amar de Cheikh Amar. On va y revenir puisque vous avez rencontré les autorités notamment aujourd'hui même. Mais parlons du concept de transition énergétique pour camper déjà le sujet et permettre à nos téléspectateurs de savoir de quoi on parle. Comment votre groupe
participent déjà à cette transition énergétique? Alors la transition énergétique, c'est un mot qui peut paraître un peu barbare parfois, mais qui est essentiel et que les gens vont commencer à entendre partout. La transition, c'est quoi? C'est qu'on passe en fait une énergie à base de fossiles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a produit, si on prend le cas de l'électricité à partir du pétrole, du gaz, du charbon essentiellement. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'avec l'accélération du changement climatique, il n'y a plus aucun doute. Ouais. Le dernier rapport du GIEC l'a souligné récemment. Absolument. Il faut décarboner la production d'énergie. Et depuis plus de 16 ans, avec le groupe AQ Énergie, on s'est spécialisé dans l'utilisation des ressources naturelles pour produire de l'énergie. Oui. Ce qui amène à chaque pays une forme de souveraineté, puisque le soleil qui est riche au Sénégal, le vent sur les côtes lui appartient, et utiliser ces ressources naturelles nous amène et va amener le Sénégal vers une souveraineté énergétique qui est absolument indispensable, qui est synonyme de paix. Produire sa propre énergie aussi, c'est la souveraineté énergétique. Absolument, Très qui est chère inscrite dans aux autorités le plan Sénégal émergent depuis le départ, et c'est un des piliers de ce plan Sénégal émergent. La transition énergétique qui est de plus en plus nécessaire au vu de l'état de la planète, même si on peut encore le dire, malheureusement, les énergies fossiles ont encore quand même de beaux jours, on va dire, devant elles. Mais parlons de votre projet ici au Sénégal, projet d'envergure, je le disais à l'entame de mon propos. Vous avez rencontré aujourd'hui même le Premier ministre Amadou Ba. C'est un projet avec le groupe Amar, de Cheikh Amar. Quel est ce projet? De quoi s'agit-il? Alors il nous a fallu du temps pour venir au Sénégal travailler sur ce projet. Jusqu'à présent, on était présent uniquement à travers la Fondation AQO qui développe un certain nombre de projets sur différents territoires. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais pourquoi on est arrivé maintenant? C'est parce qu'on a la confiance justement de Cheikh Amar et du groupe Amar, qui a compris l'importance aujourd'hui non plus de produire uniquement à partir des énergies renouvelables, c'est-à-dire d'utiliser le soleil. Le Sénégal ne nous a pas attendu pour ça. Oui. Vous êtes parmi les champions de la région en matière de production d'énergie renouvelable. Absolument. À partir du soleil. Oui. Mais justement, nous sommes dans une période où on va être victimes tous conjointement de ce succès. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le mix énergétique sénégalais, on a déjà 42% d'énergie renouvelable. Et imaginez le moment où le nuage passe au-dessus de la centrale solaire. Oui. Il y a une baisse de production qui est immédiate et qui fragilise le réseau. Donc, avec le groupe Amar et la Sénélec, on a décidé de travailler sur des moyens d'atténuer cette problématique et de donner au Sénégal tous les moyens d'augmenter la part des énergies renouvelables. Et ce sera où? Dans la région de... C'est dans la région de Kolda, pour ce premier projet. Mais en milieu rural, très important. Le taux d'électrification actuellement est de 58% en milieu rural. C'est peut-être important de s'installer dans ces zones dans un premier temps. Les énergies Vous allez produire combien déjà? Absolument. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies par essence décentralisées. Donc elles s'installent partout. Leur intérêt, c'est de pouvoir aussi créer de l'emploi partout. En plus, ces emplois sont des emplois pérennes, non délocalisables, qui durent des décennies et des siècles, j'espère. Donc on a choisi cette région parce qu'on avait l'opportunité de pouvoir développer ce premier projet près de Kolda. On en fera d'autres, mais vous verrez que le stockage va se développer un petit peu partout sur le territoire. Et quel est le bouquet énergétique? C'est quoi? C'est de l'éolien? Le bouquet énergétique, c'est de l'éolien, c'est du solaire, c'est de l'hydraulique quand on en a. On en a un petit peu, au Sénégal, le barrage de Manantali, qui irrigue plusieurs pays. Mais le stockage, c'est la clé de voûte de l'augmentation des énergies renouvelables dans le réseau, puisque le stockage va permettre la résilience, la solidité du réseau, de soutenir la fréquence, la puissance, et surtout de lisser la production tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que comme vous avez beaucoup de soleil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 fois plus de soleil à Dakar qu'à Paris. Donc vous allez pouvoir... oui, mais c'est quoi la conséquence? C'est que vous allez pouvoir produire une énergie moins chère. Justement, quel est l'avantage des énergies renouvelables pour un territoire comme le nôtre, le Sénégal? Alors, le premier avantage pour tous les territoires, c'est que le soleil tous les matins ou le vent tous les matins n'envoie pas la facture.
Oui. Donc on peut maîtriser, oui c'est essentiel, on peut maîtriser le prix de l'énergie. Et quel est l'avantage pour le Sénégal? C'est que le Sénégal, c'est injuste. Mais le Sénégal, géographiquement, est un des pays les mieux placés de cette planète pour pouvoir justement utiliser les énergies renouvelables. Vous avez une ressource inépuisable. Donc ça va créer une attractivité, ça permet de développer aussi le tissu de PME. L'énergie, c'est aussi la croissance, le développement. Donc on doit passer cette barre de 50% d'énergie renouvelable, et c'est le stockage qui va nous permettre d'y arriver. Alors, dans le mix énergétique, l'objectif du Sénégal à l'horizon 2025, c'était 30%. Aujourd'hui, on l'a clairement dépassé. Bravo. On en est à 42%. Dans ce domaine, il y a le coût, vous l'avez dit, qui est une... et pour le coup, c'est une vraie volonté politique. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, le président Macky Sall croit beaucoup en la capacité des énergies vertes pour atteindre la souveraineté énergétique, même si il y a la stratégie Gas to Power qui va progressivement s'installer dans les années à venir. On va encore importer tout de même beaucoup de fuel pour les centrales thermiques. Dans quelle mesure aujourd'hui peut-il, AQO, votre groupe, peut-il s'inscrire dans ce projet de Sénégal émergent aujourd'hui? Notre objectif, c'est de démontrer qu'on peut aller plus vite. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Le climat change beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. C'est de façon exponentielle. Donc on n'a plus le temps. Aujourd'hui, toutes les technologies existent. On les a testées un petit peu partout dans le monde. Oui. Nous, notre objectif, c'est réellement de se baser sur le transfert de connaissances. Oui. C'est pas magique, ça existe. Il y a des talents ici qui comprennent tout à fait comment tout cela fonctionne. L'objectif pour nous, c'est de venir partager notre expérience avec nos partenaires, le groupe Amar ici, et de montrer qu'on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on ne pensait et que cette barre fatidique des 50%, on peut l'atteindre. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'apporter. On est gentiment invité à le faire, et je pense que vous pouvez compter sur nous pour faire cette démonstration. Et pourquoi ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, on est allé plus vite, et il faut qu'on aille encore plus vite, et je pense que le Sénégal est un des bons élèves de cette planète, c'est des taux de pénétration des énergies renouvelables. La centrale de Taïba Ndiaye est vraiment aujourd'hui très bon élève de cette planète, mais on doit aller plus loin, on doit montrer l'exemple, très en avant. Et on n'a pas de raison de ne pas le faire. Il faut qu'on se fasse du bien, puisque c'est l'énergie la plus compétitive qui existe au monde aujourd'hui, le solaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a encore répété haut et fort récemment. Bien sûr, lorsqu'on a la chance d'avoir les ressources que possède le Sénégal. La centrale de Taïba Ndiaye, à elle seule, c'est 15%. Quand même, c'est assez important. Vous l'avez dit tout à l'heure, la technologie existe, et vous l'avez démontré. On voit d'ailleurs à l'écran ces images exactement assez impressionnantes à Piolenc, dans le Vaucluse en France, la plus grande centrale flottante de France. Vous voyez les images, elles sont impressionnantes, ça fait rêver. Alors ma question clairement, c'est est-ce qu'on peut rêver justement d'une centrale flottante dans un lac artificiel, rappelons-le, ici au Sénégal? Est-ce que c'est envisageable? Alors, on ne le ferait au Sénégal que si on utilisait cette centrale pour éviter l'évaporation du réservoir. Donc ça peut avoir cette utilité. La raison pour laquelle on l'a fait à Piolenc, c'est qu'en France, on a une densité de population, on a une problématique d'espace que vous n'avez pas forcément. C'est-à-dire que le Sénégal a aussi la chance d'avoir de l'espace pour produire son énergie, donc on peut faire des centrales au sol. Mais ça serait utile de faire une centrale flottante uniquement si on voulait préserver la ressource eau, qui est aussi un des éléments fondamentaux et qui s'inscrit aussi dans le plan Sénégal émergent. Alors théoriquement inépuisable, faible émission de CO2, au-delà de ces avantages non négligeables, Eric Scotto, pourquoi faudrait-il favoriser concrètement, alors là concrètement, les énergies renouvelables au Sénégal? Alors, la raison principale, c'est parce qu'elles sont déployables plus rapidement. C'est plus simple de construire une centrale solaire qu'une centrale thermique. Deuxièmement, on doit tous collectivement s'engager au niveau de cette planète sur la protection, enfin en tout cas la lutte contre le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui on ne peut pas, l'équation elle est simple. Nos pays ne sont pas vraiment responsables aussi, ça. Bon, c'est pas le sujet parce que c'est absolument pas mon propos. Voilà, mon propos, les pays du G20, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. Toujours aujourd'hui. Exactement. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que
des gens ont fait des erreurs pendant des siècles, pas des siècles, mais des décennies, on peut dire un siècle. Absolument. Pourquoi, si on a les moyens aujourd'hui technologiques, qu'on a les moyens financiers, que c'est plus compétitif, pourquoi reproduire ces mêmes erreurs alors qu'on sait ? Alors on l'a peut-être fait, je ne juge personne, on l'a peut-être fait parce qu'on ne savait pas. Ça fait quelque temps qu'on sait, et je trouve que cette transition énergétique dans les pays du Nord ne va pas assez vite, même si tout le monde se motive. La Commission européenne l'Union européenne, vient d'annoncer 42,5% à l'horizon 2030. Donc tout le monde y va de ses objectifs. Certains diront c'est un peu tard, mais on a l'obligation d'accélérer et d'essayer. Pourquoi ? Pour les générations futures. Et ce qui est clair, c'est que les énergies propres, les énergies vertes sont une alternative contre le réchauffement climatique, et ça, c'est... Longtemps, on a dit que c'était des énergies alternatives. Aujourd'hui, j'ose vous dire qu'il n'y a pas d'alternative aux énergies renouvelables. Il faut y aller. On n'a plus le choix. Et c'est pour ça que nous ouvrons notre bureau pour la région. Nous avons choisi de l'ouvrir à Dakar, parce qu'on se sentait plus à l'aise avec nos partenaires de le faire là, dans un des pays qui est un des champions finalement du développement des énergies renouvelables. Vous êtes allé très vite. Tout à fait. Ça s'est passé extrêmement rapidement. Donc j'espère que tout le monde va suivre l'exemple, et nous, modestement, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. On a dépassé clairement l'objectif de 30% à l'horizon 2025. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais très rapidement, on va parler quand même du coût, parce que c'est très important. Nous sommes dans un pays en voie de développement, émergent, on va dire, grâce à une augmentation de la production de la Sénélec et au développement des énergies renouvelables. Je pense à la centrale de Taïbandiaï dont on a parlé tout à l'heure, plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest avec 15% de la production nationale, 158 mégas. Ce n'est pas rien, et grâce à ces dynamiques imposée par les autorités, on a une stabilité du réseau, et c'est très important. On a connu ici au Sénégal les émeutes de l'électricité, et je pense qu'on peut aujourd'hui se glorifier de cette stabilité. C'est bien, mais le coût après est relativement encore cher. Comment les énergies propres, et comment votre groupe pourrait éventuellement participer à l'abaissement de ces prix? Alors c'est la ressource solaire et c'est le vent du Sénégal qui va permettre, c'est la maturité des technologies. Donc il n'y a rien de magique, c'est qu'aujourd'hui on a cette visibilité, cette prédictibilité en fait de la production qui fait qu'on sait s'endetter avec des taux d'endettement importants mais compétitifs, et qui nous permet. Notre premier programme, les deux premiers projets, on va investir à environ 90 milliards de francs CFA sur les deux premiers projets. Et ce qu'on s'engage exactement 90 à Kolda milliards. Oui. Sur Kolda, il y a deux projets. Et ce que l'on peut garantir aujourd'hui, c'est que si vous prenez à la fois le coût de la sécurité du réseau grâce au stockage. Le projet, c'est où? Le projet de Kolda, en fait. Et la production solaire, quand vous combinez les deux, on ne sera pas plus cher dans le coût de ce nouvel outil de production d'énergie renouvelable que les centrales d'énergie renouvelable il y a 3-4 ans. Donc vous voyez la vitesse à laquelle on est allé en termes de baisse de coûts. Et donc aujourd'hui, on peut affirmer que produire des énergies renouvelables à partir du soleil, d'accord, est moins cher que toute autre production d'énergie. Donc comment on va y contribuer? C'est en densifiant, en augmentant les projets, en faisant des projets de taille un peu plus grande, puisque vous avez un coût fixe qui est le raccordement. Absolument. Donc il suffit de doubler la taille du projet, et puis finalement vous divisez le prix de votre raccordement par deux. Donc il faut peut-être aller vers des projets un tout petit peu plus grands. Et ça va nous permettre de mieux maîtriser le coût, utiliser les dernières technologies, y ajouter le stockage, lisser et pourquoi pas exporter. On a une chance aussi, on pourra peut-être un jour remplacer certains gaz par de l'hydrogène. Et le coût d'un kilo d'hydrogène produit au Sénégal sera toujours moins cher que le coût d'un kilo d'hydrogène produit à Berlin ou à Paris. Absolument. Puisque la base même est la ressource naturelle dont vous disposez, et nous ne disposons pas dans de mêmes proportions. Oui, on va parler de la question de la terre, parce que c'est important quand même, parce que c'est souvent source de conflit, mais d'abord un mot sur le coût de l'investissement. Vous avez dit pour les deux projets, donc le groupe solaire stockage, solaire stockage, donc avec le groupe Amar, vous allez investir
Le premier programme, c'est 90 milliards de francs CFA d'investissement. D'accord. Mais on ne va pas s'arrêter là. J'espère qu'on va faire la démonstration que ça fonctionne et qu'on va généraliser en fait le stockage. Après, vous parliez de la terre tout à l'heure, c'est très juste. Tout à fait. Les conflits d'usage. Absolument. Voilà. Comment vous allez vous y prendre? C'est quelque chose qui... On voit les images de l'île de Réunion, parce qu'il y a l'agriculture, hein, les questions de... c'est toujours problématique, c'est toujours une question épineuse, les questions du foncier, et au Sénégal aussi, comment vous allez discuter avec les populations. Je parle de l'île de la Réunion parce que là-bas, vous avez réussi à utiliser des terres en friche pour installer ces panneaux solaires que nous voyons, et des fruits et légumes sont en train d'éclore sous ces panneaux solaires. C'est assez impressionnant. Ce que vous venez de dire est fondamental. Premièrement, quand on fait des projets d'énergie renouvelable, on est sur les territoires. Donc on n'est pas chez nous, on est chez les autres. Donc vous avez parlé de discuter. Moi je parle d'acceptabilité. On doit mener des projets conjointement avec les populations. Le conflit d'usage sur les terres est fondamental. La Réunion, c'était encore plus exacerbé, puisque c'est fini, c'est un monde fini. C'est 100 km de long, 50 km de large, 80% occupé par un volcan. Comment vous nourrissez 1 million de personnes et vous donnez accès à l'énergie à 1 million de personnes? Il a fallu cohabiter. Et c'est là qu'on a créé ce concept d'agri-énergie, connu aujourd'hui sous le terme d'agrivoltaïsme, où sur une même parcelle, on va combiner production solaire et production agricole. C'est clairement une prouesse technique. Hein. Alors, à l'époque, c'était une prouesse technique parce qu'en plus, vous avez des cyclones à La Réunion. Donc, ce sont des serres anticycloniques qui doivent résister aux cyclones. Ici, on n'a pas tout à fait cette problématique. Donc, ici, il va falloir régler le problème d'un ensoleillement trop fort parfois. Le problème de la récupération d'eau, fondamental. Hein, ces surfaces peuvent récupérer l'eau et l'injecter lorsqu'on en a besoin. Donc en fait, c'est pas le faire valoir de l'agriculture, c'est vraiment une combinaison de ces deux métiers. Et donc on allie transition énergétique et transition agricole simultanément sur une parcelle. Quand vous parlez aux agriculteurs de ce type de projet, d'ailleurs on en a développé un au Mali qui tourne déjà depuis 3 ans, du côté de Kita. Vous avez le projet solaire 50 MW injecté en haute tension. Donc c'est très bien pour les habitants de Bamako et de Kita. Absolument. Mais en marge de ça, avec 120 femmes, nous avons créé un projet d'agriculture régénératrice. Et donc on produit fruits et légumes sur la parcelle de la centrale. C'est notre ADN. Comment vous avez fait les concertations? Comment vous avez négocié? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les concertations se font par la co-construction. Il va falloir négocier parce que dès lors on parle agriculture, on parle économie. Vous êtes quand même une entreprise privée qui vient faire des affaires, on peut le dire, au Sénégal, dans un contexte que nous connaissons, que vous n'ignorez pas. À partir de ce moment-là, est-ce que c'est un élément également que vous avez pris en compte pour mieux s'installer? La façon dont on s'installe au Sénégal, c'est comme on s'est installé partout dans le monde, avec une vision long terme. Et quand je dis long terme, c'est très long terme. Ça m'arrive de signer des baux avec des agriculteurs de 72 ans. Je ne serai plus là, c'est pas pour moi. Donc vous voyez la vision long terme de l'entreprise. Donc ensuite, bien entendu, on est là pour faire des affaires, mais on est là aussi pour l'équilibre. Pour s'installer dans le long terme, et l'entreprise du long terme, c'est une entreprise équilibrée. Donc c'est le partage, et donc on co-construit les projets. Donc en échange de l'utilisation de parcelles, on amène des outils. Des outils qui ne sont pas facilement finançables, des ombrières, des outils de récupération d'eau, l'électrification, vous avez parlé d'électrification rurale, fondamentale. On vient de faire un projet en Grèce avec 30 000 agriculteurs. 30 000 agriculteurs à qui on amène l'électricité pour pouvoir irriguer l'ensemble des terres dans la région de Thessalie en couvrant un réservoir de 300 hectares, alors pas complètement, mais justement pour éviter l'évaporation. Donc c'est ces combinaisons-là, c'est l'intelligence collective, et c'est pour ça que je vous parlais de co-construction. On n'arrive pas avec des idées reçues. Chaque territoire est différent. Vous ne voulez pas faire vos affaires et partir? Jamais. Pour le dire trivialement. Ça fait 20 ans que je développe les énergies renouvelables. Partout où on s'est installé, on est toujours là. Et j'espère que les générations futures y seront. Nous, notre objectif, c'est de montrer que cette transition énergétique est possible, qu'elle est abordable financièrement, qu'elle est compétitive, qu'elle n'affecte pas l'environnement, qu'elle est absolument nécessaire dans la lutte contre le réchauffement climatique, et surtout qu'elle permet paix et souveraineté dans les différents pays, puisqu'il n'y a pas de question
d'échange ou de lutte entre une nation qui aurait l'énergie et une autre qui ne l'aurait pas. Tout à fait. C'est donner à chacun la capacité de produire sa propre énergie et à tous ces territoires de le faire. Quand vous avez ce discours avec les gens sur le territoire, je vous assure qu'ils le comprennent. Tout à fait. Et c'est important parce que manifestement, vous avez donc enclenché la dynamique RSE, ce qui m'amène à parler de votre fondation. Vous avez en tout, il me semble, 5 projets. Absolument. De quoi s'agit-il exactement? Et comment, dans quelle mesure AQO et sa fondation envisagent-ils leur pérennité au Sénégal? Alors je peux vous dire que voilà, j'ai rencontré le Premier ministre, le ministre des Finances, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais j'ai rencontré aussi 5 fondations, 5 associations sur les 48 dernières heures, et j'ai rencontré des talents exceptionnels. Ce sont des gens qu'on soutient depuis des années, mais moi j'avais pas pu mettre de visage, je les avais pas rencontrés physiquement. Donc ils sont venus de différentes provinces, m'ont fait l'honneur de venir à Dakar parce que je n'avais pas le temps de me rendre dans ces provinces. Et donc on travaille sur la base, l'éducation. L'accès à la connaissance pour les jeunes filles. On travaille sur l'électrification. Je vous donne un exemple, une association Scola Africa, le projet Seine Lampe. C'est quoi? C'est tout bête. C'est le soir, les écoliers repartent avec des lampes électriques à la maison où il n'y a pas d'électricité. Donc ils peuvent continuer à étudier. Donc ça augmente et ça, c'est très important. Voilà. Hein, le lendemain, ils reviennent avec leur lampe et la rechargent grâce aux énergies renouvelables. Donc ça crée ce lien entre le foyer... C'est vrai, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts concernant le taux d'électrification rurale, parce que c'est passé de 20 à 58%, mais il y a encore à faire, parce qu'il y a encore un gap. Oui, et les énergies renouvelables peuvent permettre plus rapidement d'aller plus rapidement. On fait des projets autour de l'agriculture. Il y a un autre projet avec Entrepreneurs du Monde ici au Sénégal qui est extraordinaire. Ils m'ont vraiment bluffé. Avec des magasins pour conserver les oignons, avec des puits canadiens, donc les conserver à bonne température pour que les oignons ne s'abîment pas, et donc lisser la production, pas la production, mais la vente de ces oignons plus longtemps sur le marché pour éviter que les prix s'effondrent. C'est des choses aussi bêtes que ça, mais qui font appel... Et surtout que la production ne pourrisse pas, et ça c'est un grand problème. Donc ils sont passés à peine 15% de pourrissement, avant ils avaient 30 ou 40% de pourrissement, juste en faisant ces magasins. Le travail autour des semences paysannes, celles qu'on peut reproduire, des projets, on a des projets avec des fondations qui sont formidables, on a installé des latrines dans des écoles. Ça augmente le taux de scolarisation, parce que c'est une chose aussi bête, les enfants repartaient chez eux et ne revenaient pas. Donc juste ce type d'actions peuvent être absolument formidables. Et j'ai rencontré une personne aussi ce matin qui travaille sur le fait de faire comprendre aux jeunes filles sénégalaises qu'elles peuvent aller vers les métiers scientifiques. Elles peuvent devenir ingénieurs en mécanique, électronique, dans le digital, etc. Tout à fait. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et ça, on le faisait avant. On le fera après. Davantage. Mais le fait d'être là aussi sur le plan business avec le groupe Amar, ça va nous permettre aussi de faire plus. Voilà. Donc pour répondre à votre question, comment on s'installe sur les territoires? Tout simplement comme ça, parce qu'on aime les gens. Merci beaucoup, Éric Scoto. Ça s'est bien passé avec le Premier ministre? Absolument. Parfait. Ça s'est bien passé aussi. Ça s'est bien passé avec tout le monde. J'ai été reçu merveilleusement bien et je remercie infiniment tous les gens que j'ai vus ces 48 dernières heures. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Éric Scoto, président et cofondateur du groupe AQO Énergie. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de votre groupe. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue, Soir d'info, la suite avec Binta Diallo. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.